je vous passerai. Alors, donc, on reçoit pour cette conférence de milieu d'après-midi du Chaudron La Fabrique, Gala Espel, diplômé en 2021. Mathilde Brévillot, diplômée en 2021. Donc je ne présente pas Mathilde Brétillot, je la présente architecte d'intérieur, designer, enseignante à l'école Camondo. Elle suit les projets de diplôme. Et voilà, elle est incontournable. Et elle a créé avec d'autres acolytes un projet dont elle va vous parler, qui s'appelle International Design Expedition, et qui pour l'instant a entraîné Mathilde, son équipe de designers, sur certains territoires. Elle vous racontera les Pouilles, la Pologne, bientôt le Cambodge. Voilà. Un itinéraire, un voyage dans les savoir-faire avec des savoirs. Et puis Paul Couder, que je ne peux pas appeler, pardon, Paul Couder, que j'appelle Gilles Couder, pardon, tout le temps. Qu'on invite aussi souvent au Chaudron et qui est un producteur de films d'artistes. Enfin voilà, donc Paul Couder, qui n'est pas l'autre, Paul Couder du studio Cornichon, et ça c'est intriguant, qui est designer et qui fabrique des projets plutôt en impression 3D. Ouais. C'est ça? Entre autres. Et il fabrique, si j'ai bien compris, il a des secrets de fabrique, et sachez-le, il ne les partagera pas. Ça. En cherchant un peu. Voilà. Donc on est vraiment sur la question des savoir-faire et de la fabrication. Donc cette question qui interroge nos territoires, nos cultures, et qui permet d'envisager de nouveaux attelages territoriaux et sociétaux avec le projet AIDI, on va voir, mais aussi avec le projet de diplôme de Gala. Et avec le projet... Tu veux en parler? Non mais je peux en parler 2 secondes et puis après tu peux parler de ton nouveau. Mais je vais vous laisser après la parole. Non, tu es venu parler de mon nouveau, de ce projet-là. Mais sur la question des territoires, ton projet quand même était... Si vous avez 3 heures devant vous, il n'y a pas de problème. Je sais pas si... On a plein de choses à parler. Elle est très synthétique, mais en plus ça rejoint ton projet, donc c'est intéressant, je trouvais aussi quand même en parler. Donc, bon, je vous laisse donc la parole pour aborder ce que vous voulez. Bonjour tout le monde. Donc, merci Sandrine de l'introduction. Donc, je vais vous expliquer, ça marche ça, assez rapidement ce que International Design Expedition. C'est un programme qui consiste à aller s'approcher vraiment de très près de certains territoires et d'en déceler une culture qui passe par la culture culinaire, en fait. Donc c'est un programme qui s'appelle Ceramic and Food Route, et l'idée c'est de se dire que la culture culinaire, enfin, tout ce qui est nourriture, finalement c'est la culture la plus ancrée qu'on puisse trouver, qu'elle existe absolument partout, et qu'elle est à la fois collective et très personnelle, très intime parfois. Donc on a là accès à quelque chose qui est d'une grande richesse. C'est au contraire de se dire on regarde la Terre comme une grosse balle de haut et c'est une chose entière. C'est de se dire que plus on s'approche de quelque chose qui est plus ou moins secret, plus il y a un monde qui s'ouvre. Donc l'idée c'est d'emmener des jeunes designers sur ce territoire et de travailler sur ce sujet-là en direct avec des artisans. Et quand je dis en direct, c'est-à-dire qu'on va passer à peu près 10-15 jours à se promener, à limer, à réfléchir, à analyser, à rencontrer des gens, à déguster des choses. Et après, on est dans les ateliers, un peu comme dans le jazz, en impro. On fabrique en direct des objets. Donc finalement, on cuisine des objets. Donc je vais vous passer assez rapidement juste 2 films et quelques images, parce qu'en fait, on a plein de sujets. Et puis après, à la fin, vous pourrez nous poser des questions. Donc, en fait, il y a des objets qui sortent, qui sont pour l'instant tous en céramique. Et puis quand ils sortent de là, puisqu'ils n'ont pas été prévus par un marché, ils n'ont pas été pensés pour une finalité autre que se poser la question de qu'est-ce qu'un objet qui sort d'un terroir très particulier, comme un vin. On dit qu'un vin, il est fait à tel endroit, avec telle terre, tel ensoleillement, etc. Et qu'est-ce qui se passe si on pense à un objet comme ça? Et après, quand ils arrivent, les objets qui sont finis, on les regarde et on se dit, bah, y en a qui sont vraiment, qui ont une présence incroyable, mais qui sont vraiment faits que, c'est possible de les faire que à la main. Donc, ce serait une collection qui s'appellera plutôt haute collaboration, un peu comme la haute couture.
Ou il y en a d'autres qui sont plus faciles à développer peut-être en production, et donc on l'appellera la collection Everyday. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, l'idée c'est de faire un cercle vertueux avec ces artisans ou ces petites manufactures avec lesquelles on travaille, de manière à ce que, par exemple, un artisan qui aurait fait une pièce assez difficile, on va dire, et qu'on peut développer en production, et bien s'il ne peut pas les développer parce qu'il n'a pas les capacités de production pour ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, mais lui recevra une sorte de commission royalty au même titre que les designers, puisqu'ils ont vraiment travaillé ensemble. Et c'est cette connexion à ce moment-là qui a produit cet objet-là. Je vous laisse regarder le petit film. Toujours avec une école sur place aussi. Ça commence par des rencontres presque intimes avec les artisans, ça finit par des rencontres avec tous les gens qui ont participé. On raconte cette expédition, qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment ça peut évoluer. Et la fin, vous avez vu, c'était dans une église qui n'était pas encore terminée. Donc c'est assez rock'n'roll à chaque fois parce que les objets ils sont finis genre la veille du jour où on les montre. Donc là, on avait mis tous les bancs de l'église au milieu, j'avais trouvé des plaques de coffrage des plafonds, on avait tout posé pour faire ça comme un table. Dernier moment, après vous allez voir juste quelques images. Et puis, les ateliers. Donc là, c'est un atelier de 3 artisans, 3 frères qui sont absolument fantastiques. Alors ça, c'est la Pologne. Donc c'est un peu mélangé, la Pologne. Ça, c'est les grandes tables de réunion dans les masserias avec les partenaires. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a une similitude incroyable entre la pâte et l'argile. C'est des gestuels similaires et les deux vont dans le four. C'est ça aussi que j'aime bien. Ça, c'est le workshop qu'on a fait à la Fondation Martel avec des étudiants du monde, d'ailleurs, des alumni. C'est en Pologne. En Pologne, c'était assez marrant cette fabrique-là, parce qu'ils ont, comme vous savez, ils se sont fait tout piquer avec les communistes. Et après, c'est un peu comme une start-up, c'est des gens de ma génération qui reprennent le lieu pour essayer de recommencer une fabrique de porcelaine à partir de rien. Ça, c'est dans les Pouilles. Ça, c'est la Fondation Martel à Cognac. Ça, c'était un workshop de 5 jours, seulement. Ça, c'est le résultat en Pologne. Long underrated, vibrant city of Warsaw is populated by avant-garde artists and forward thinkers. Our country has always been a place of exchange, inspiration and exploration. I feel we were able to really experience this with Aid and the Ceramic and Food Route. Our Ceramic and Food Route aims to enlighten and encourage relationships that bring a new vision to the table. It's the designers and the fresh ideas that push me out of my comfort zone. Working with artisans made us rethink our creative process. We developed colorful and meaningful ceramic series. The historical value of each technique plays an important role in the signification of each pieces. There is something magical about the collaboration between 2 artists. The conception of idea becomes a journey filled with experimentation and beautiful friendship. The outcome of the 6-week expedition in Poland is richer than we could hope for.
as was the first one in Italy, and as will be the next one. Donc je voulais vous dire que là, le résultat des fouilles et de la Pologne ont montré à l'ambassade de Pologne en 2 jours, vendredi et samedi, mais il faut s'inscrire parce que c'est très compliqué les ambassades. Donc il y a, je vous laisserai après le lien si vous voulez, c'est donc demain et samedi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est ça. Là il y a deux sur la Pologne et sur le coup aussi qui a préparé l'expédition, pas mal de textes, de contenu, de l'ambition de ce projet, qui est quand même à la fin d'arriver à développer un nouveau langage d'objets qui soit vraiment inspiré d'une culture très forte. Et je dois dire que quand j'ai inventé ce projet il y a déjà pas mal d'années, c'était d'abord parce que j'adore voyager et j'adore travailler avec des artisans, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Que j'étais aussi un peu affolée de voir nos étudiants qui passaient d'une image à l'autre sur Instagram en imaginant que ça pouvait être des sources d'inspiration. Et que donc je voulais aussi transmettre ça, l'idée qu'il fallait être et vivre les choses pour vraiment aller chercher quelque chose qui vienne de loin mais qui à la fin est un outil pour un langage très personnel aussi. Donc à chaque fois qu'on part, c'est des designers qui sont, comme vous avez vu, de nationalités différentes, et en tout cas différentes du pays où on va de toute façon, et différentes entre eux, ils ne se connaissent pas. En général, ils s'entendent très bien, donc c'est assez sympathique. Donc maintenant, je vais continuer parce qu'on n'a pas le masse de temps. Il se trouve que Hyde, donc c'est plus rapide que International Design Expedition, donc on dit Hyde, porte aussi un projet avec Monde Nouveau. Donc elle va vous présenter. Ça n'a rien à voir, c'est très différent, mais c'est toujours avec quand même cette question de comment on fait quand on veut être dans le récit, dans la relation à un territoire précis, et il y a des concepts aussi évidemment. Bonjour à tous. Alors j'ai prévu un peu la suite de cette présentation comme un work in progress, puisque la thématique c'est la fabrique, et donc même la présentation elle-même c'est comme un projet avec plein de pages qui s'ouvrent et des choses qui succèdent et qui continuent. Donc Monde Nouveau, en fait, c'est un appel à projet qui a été lancé l'an dernier par le gouvernement et qui est assez fantastique puisqu'il soutient la création contemporaine. Donc il donne vraiment carte blanche à des designers, des architectes, mais aussi des artistes et des auteurs. Donc chaque dossier reçoit une bourse qui va permettre aux créateurs d'avoir les moyens en fait, de s'engager et de développer sa réflexion. C'est un programme qui est particulier parce que je dirais que l'énergie qui anime Monde Nouveau, c'est que la création, c'est une question de sens. Donc il y a plein de thématiques, c'est extrêmement varié, plein d'espaces qui sont investis, mais tous se rejoignent pour dire qu'il y a une réelle préoccupation et en fait, il y a une réflexion sur la place de nos métiers dans la société actuelle. Donc l'an dernier, on a été 3200 à candidater pour ce programme et on a été 264 retenus avec des esquisses d'un nouveau monde, ou en tout cas des bases de plusieurs mondes nouveaux en France et ailleurs. Et donc Mathilde, Paul et moi, on a proposé un projet qui a donc été retenu et qui est une sorte d'exploration de nouveaux territoires de manière bien réelle, puisque vous allez le voir, on s'est emparé d'une île, mais aussi des territoires en termes de design et d'espace, des outils, des territoires émergents, des outils de conception qui nous ont permis de développer notre réflexion. Donc on est parti d'un lieu un peu particulier qui est une île, ça c'est l'île du Grand Rouveau dans le sud. C'est un lieu particulier puisque une île c'est un territoire restreint, c'est un condensé de terre entouré d'eau et en fait c'est un exemple assez probant pour parler d'un écosystème. Donc sur cette île il y a des équilibres naturels qui sont fragiles et quand il y a un dérèglement, les conséquences sont assez immédiates, très visibles et très rapides.
Mathilde et Paul sont allés sur les lieux, ils ont rencontré des scientifiques qui font du bénévolat pour intervenir sur cette île. Et en fait, c'est le sujet de cette scénographie. Donc on a créé une scénographie à partir de cette île. Le projet s'interroge sur les effets des modifications des écosystèmes par l'homme. Donc en fait, on s'est complètement inspiré de cet environnement-là pour essayer de retranscrire en son et en volume justement l'évolution de cette île, proposer un dispositif artistique qui puisse, par les sens, par la perception corporelle, par en fait toutes les émotions que Paul et Mathilde ont pu avoir sur cette île, sa transformation, et aussi sensibiliser aux enjeux de ce territoire insulaire fragile. Donc ça, c'est une esquisse de la scéno. Donc il y a plusieurs éléments en fait qui reprennent différentes choses qui ont été trouvées ça et là et qui permettent de recréer comme une sorte d'île artificielle qui propose une réflexion sur l'intervention de l'homme sur ce territoire. Si je peux donner juste un petit exemple par rapport à ces questions sur la naturalité ou la biodiversité, les scientifiques présents dans ce lieu, les scientifiques présents dans ce lieu nous ont donné plein d'exemples sur quelle est la différence entre cette île-là qui est à 5 km, 3 km du rivage de Sifour dans le sud. Il y a quand même des vraies différences avec la côte, mais il y a aussi des similitudes. Et en fait, ils se sont rendus compte, pendant le Covid, ils se sont ennuyés, tous les scientifiques, parce qu'on ne pouvait plus voyager pour aller s'occuper des autres îles de Méditerranée. Résultat, ils se sont concentrés sur cette île pour essayer de reconstruire un espace naturel tel que eux le projettent, c'est-à-dire l'espace méditerranéen sud de la France, tel qu'il devrait être si on n'avait pas été là. En l'occurrence, le problème, c'est que l'homme il est sur cette île depuis les Phéniciens. Ça fait 4500 ans qu'on amène la mer la moins naturelle du monde, c'est la Méditerranée, quoi. Et effectivement, ils se posent même, eux, la question, il y a des vrais débats sur un espace naturel. Est-ce que c'est un espace qu'on rend naturel, ou est-ce que c'est un espace qu'on laisse pour qu'il devienne naturel, ou, en fait, voilà, c'est pas clair le niveau d'intervention, et il n'y a pas consensus scientifique sur ce sujet. Et ça, c'est vraiment central dans les groupes. Ouais, c'est ça. Parce que, je vais prendre un exemple très bête. Il y a une espèce de plante invasive qui est installée sur cette île qui s'appelle les griffes de sorcière. C'est des plantes, on aura dû mettre une photo, bref, c'est des plantes qu'on voit partout dans le sud. C'est des plantes grasses un peu rampantes, et c'est des espèces qui viennent du nord du Maghreb. C'est archi invasif, même si c'est hyper joli, ça fait des jolies fleurs, et du coup ils se sont dit, on va tout virer de l'île. Le problème, c'est que depuis qu'ils ont viré ça, ça a fait revenir certaines plantes, mais le vent a commencé à éroder une partie de l'île. Et ce que vous voyez là sur cette image, c'est vraiment un dessin concept, c'est qu'en fait, il y a une surface qui est vierge au départ, et puis Paul va vous montrer, en fait, il a pensé un dispositif pour que chaque présence humaine, chaque modification de cette surface puisse avoir un effet en fait bien réel sur le son et donc sur l'ambiance. Donc cette île, au fur et à mesure, elle va être modifiée par le public. On l'a aussi conçue avec un chorégraphe pour qu'un danseur puisse avoir vraiment une démonstration corporelle de ces trucs-là. Et donc expliquer, en fait, pas forcément prendre position, mais en tout cas poser cette question-là de l'intervention humaine sur les environnements naturels. Donc l'idée, l'enjeu de ce projet, c'était d'utiliser, sans véritablement toucher cette île, d'utiliser les éléments qui la constituent. Donc c'était d'observer, c'était de collecter des volumes, de s'immerger dans des sons, d'essayer de recréer comme une sorte de bibliothèque d'abord mentale, puis après une sorte de bibliothèque réelle de cette île-là. Et donc je voulais vous parler de ça parce que le chaudron, la fabrique, ça veut dire des tentatives, des essais, ça veut dire faire, et faire c'est aussi de la réflexion. En allant dans cette île, on est en train de réfléchir. Il faut non seulement penser avec ses mains, mais aussi il faut penser avec son corps, avec tous ses sens. Et en fait, c'est très important parce qu'un créateur a besoin de ressentir et d'éprouver. Et c'est de cette manière-là que je crois on peut proposer des recherches et des projets intéressants. Donc, oui, il fallait aller sur cette île pour se rendre compte
de ce que c'était. Donc on a fait une édition International, ici Southern France Expedition. Et voilà. Et donc, encore une fois, la problématique, c'était comment arriver à recréer, à fabriquer cette île au sein d'une scénographie, comment faire ressentir et éprouver l'évolution de ces écosystèmes. Donc, en fait, à partir voilà, je vous ai montré quelques images, mais des éléments qui ont été trouvés là-bas, on a utilisé 2 outils qui nous ont permis de recréer sans dénaturer, de prendre les bruits, les textures de cette île et d'arriver à pouvoir les retranscrire différemment. Donc Paul va vous faire une démonstration après, il va vous montrer un film d'une démonstration du dispositif dont je vous parlais, où les sons sont transformés via un système qu'il a créé. Et moi, afin de reproduire cet environnement rocailleux, j'ai utilisé un outil qui s'appelle la photogrammétrie. Donc à partir de ça, je suis capable de scanner entièrement un objet. Et en fait, c'est un outil qui est utilisé par les archéologues, que j'ai développé pendant plusieurs mois, notamment pendant mon 2e diplôme, qui est assez intéressant parce que c'est à partir de photos qu'on fait ça, donc il n'y a pas besoin de machine. Juste à partir de photos, je peux avoir en fait, l'élément qui m'intéresse au millimètre près. Bon, ça, il faut être bon en photogrammétrie, mais on peut arriver à avoir des choses assez étonnantes. Donc ça, c'est un rendu, en fait. Et là, vous allez en voir d'autres. Ça, c'est des rendus de texture. Voilà. Ça, c'est pas des photos, donc. Et donc pour cette scéno, l'idée c'était d'utiliser cet outil assez intéressant et de suffisamment le travailler, parce que tous c'est des fichiers 3D en fait, suffisamment retravailler ces éléments qu'on avait pris pour qu'il y ait un sentiment d'artificialité quand même, c'est-à-dire que ces éléments seront imprimés en 3D, donc ça n'est pas une pierre, et ça se voit que ça n'est pas une pierre, mais il fallait une intervention qui soit un peu plus radicale pour pouvoir justement parler de cette intervention humaine ou en tant que créateur, pouvoir aussi avoir une vision de cette chose-là. De la même manière, avec cette technique, on a le sol de la scénographie qui est... ça, c'est une image qui a été retirée, mais c'en est une autre qu'on va utiliser. Qui est utilisé justement pour le dispositif sonore et qui est en fait la même. En fait, c'est pareil, sauf que c'est en 2D. Et à partir d'un fond comme ça, on peut créer un objet en volume aussi. Enfin, c'est tout un... Et je laisse Paul. Je crois que juste, là, tu peux insister un peu sur le fait pourquoi est-ce qu'on a pris un danseur, cette histoire de rythme. Qu'est-ce que c'est qu'un rythme? Qu'est-ce qui anime la vie sur une île et un corps? Un corps qui danse, un corps qui vit tout simplement. Enfin, ce sont 2 corps vivants. Oui. En fait, ce qui est intéressant pour cette... Bon, déjà, il y a une forme de liberté qui est tellement bien exprimée à travers la danse. Et il y a quelque chose de positif aussi qu'on avait envie de montrer. On n'avait pas simplement envie de parler de quelque chose qui est une réalité, qui est parfois un peu triste. Il y avait une autre forme, en fait, il y avait une forme d'expression qui était appropriée, qui était la danse, pour parler de ce territoire et pour parler du rapport corporel entre l'homme et ce territoire. Surtout, alors donc c'est une scénographie interactive, donc le public va pouvoir lui-même expérimenter le fait que quand il y a une modification, c'est-à-dire quand on bouge quelque chose, quand cette surface elle est un peu découverte, etc., il y a un réel impact en fait au niveau du son, et donc il y a un réel impact au niveau de cette biodiversité qui est représentée à travers ça. Mais disons que le danseur, c'est le spécialiste du corps. Et donc, lui, il va pouvoir véritablement faire œuvre, en fait, avec cette chose-là. Il va avoir la capacité de travailler les volumes, de travailler en même temps le mouvement
et aussi il va comprendre ce que ça produit en termes de rythme. Donc ça fait œuvre. Un danseur est véritablement la personne qui va répondre au mieux à une volonté de faire quelque chose de beau aussi, en fait. Voilà. Alors, comme on vous a précisé, la scénographie, vous n'allez pas la voir parce qu'elle n'est pas encore créée. Voilà. Mais en gros, à quoi ça ressemble? Ça va être un espace, un peu comme un grand bac à sable, avec dessus une surface posée, comme du sable, ce qui va nous permettre, en l'enlevant, de découvrir un sol. Et en fonction du passage de l'homme dans cette scénographie, on va faire jouer une œuvre musicale qui va interagir avec cet espace. Cet espace est composé d'un fond, comme Gala vous a montré, avec des couleurs, d'un sable et de mobiles au-dessus ou de pièces qui feront office de représentation de cette île. Et je crois que ce qui est important d'imaginer, c'est que on est dans une école de design, et là, rien que pour un projet comme ça, il y a de la photogrammétrie, du code informatique, de la musique, de la composition, de la danse. On a tout mis dans le truc, du dessin, de l'avancée, etc. Ce qui est hyper intéressant de se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un paquet d'outils qui sont extrêmement faciles d'accès. C'est-à-dire que la photogrammétrie, en 2 tutos, un peu de pratique, on arrive à faire des choses, on arrive à faire ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est hyper important dans ce projet, c'est de se dire que nous, tous les trois, on est designers, on n'est pas des spécialistes des technologies qu'on manie, mais en fait, on a appris à penser des projets au-delà du fait qu'on n'arrive ou pas à réaliser les choses. Exemple, là, on va vous faire une petite démo de comment la musique se construit en fonction de ce qu'on capte. Si ça plante, ça plante. Moi, je ne sais pas le réparer. C'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, ça ne va pas empêcher de penser le projet et d'avoir cette vision finale de on veut que, on a envie que, on veut raconter que, et après trouver les moyens d'empiler tout un tas de choses qui, à la fin, vont disparaître. Mais je pense que c'est ça qui est un peu important aussi, c'est que surtout quand on est en phase de construction, aujourd'hui avec l'open source et tout ce qui est disponible sur Internet en termes de fabrication et ou d'apprentissage, il y a moyen d'apprendre des choses qui nous permettent un peu de sortir, de dessiner autrement, de penser autrement, de fabriquer autrement. Autrement, c'est toujours comme quelqu'un d'autre qui l'a fait avant, mais c'est pas grave. Faut se faire une raison. Donc là, ce que je propose de faire, c'est de vous faire une démonstration de comment la musique va interagir avec notre scénographie. Donc on n'a pas la scénographie finale, effectivement, ici, voilà, parce que ça va être un peu grand. Et en gros, le final, ça va être, on va faire danser des danseurs, un ou plusieurs danseurs professionnels dans cette scénographie pour interagir avec notre espace, et ça aura une incidence sur l'œuvre musicale qui sera jouée. Et là, il faut le doubler parce que... Et le matériau aussi. Ouais. Tu veux qu'on passe ton truc? Si, on peut. Je veux juste du son. Si tu veux, non, ça va, c'est... Bon, je passe les détails. Derrière, il y a un séquenceur qui joue des pistes de musique. Ableton Live, pour ceux qui connaissent, ça va jouer les pistes. Et dessus, on fabrique un dispositif qui nous permet, en fonction des couleurs qu'on va capter, de modifier les séquences et de modifier la façon dont on joue. Donc en gros, ça c'est ma composition, et ça c'est le DJ. Et en fonction des interactions qu'il va y avoir en vidéo, on va moduler, fabriquer une bande sonore. Donc, c'est un travail où on réfléchit avec le compositeur en même temps, parce que c'est pas un travail de composition classique pour un compositeur, parce qu'il ne va pas contrôler exactement comment ça va sonner. Et donc, si je montre ça,
question là, Eugénie ou pas? Moi j'avais du son tout à l'heure. Donc oui, en fait, disons que la fabrique, là, elle a l'air un peu schizophrène, je ne sais rien. Mais... Enfin, c'est une fabrique numérique. Comme Paul l'a expliqué, on triture, on essaye, on fait plein de ratés. Ouais, on improvise, voilà, c'est de la danse, c'est de la cuisine, c'est de l'artisanat, sauf que c'est assez numérique pour ce projet en tout cas. Ce qui est très différent de la céramique que vous avez vu avant, vous devez vous demander quel est le lien de tout ça. C'est pas moi. Enfin, j'espère pas. Et je pense que le lien, c'est effectivement ce que vient de dire Gala, hein, c'est que ça veut dire de chercher, d'expérimenter, d'être encore artisan à chaque fois de quelque chose, parce qu'on n'utilise pas uniquement, on éprouve les choses, on les teste, on essaie de les vriller pour obtenir ce qu'on veut, puis en même temps, il faut découvrir des trucs auxquels on ne pensait pas, donc il y a une espèce d'échange qui se passe comme ça. Comme quand vous dessinez à la main, en fait. Ça, c'est une chose. Et puis en plus, on fait les choses avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'être sûr de ce qu'on est en train de chercher et en même temps d'être hyper perméable à ce que l'environnement, les autres ou d'autres techniques vont pouvoir nous apporter et qui vont évidemment amplifier toute l'idée qu'on avait du projet. Et l'emmener ailleurs, même si il faut toujours bien tenir le concept de sa tête. C'est un peu radical, sinon on peut être très vite perdu avec toutes les possibilités, bien sûr. Moi qui retourne, on voit du son. Et ça se passe chez qui le son? Maintenant, il passe en HDMI. Vous savez pourquoi il passe pas le son? Bah non, je sais. Je vais le relancer. Ça marche un petit peu. Bon, c'est vrai, si vous avez des questions, on peut le faire. Oui, Bah, du coup, c'est le projet de moi. Ah, le projet de diplôme dont on n'avait pas prévu de parler et qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi, ça a jailli. Ouais. Du coup, on a le temps, est-ce que tu veux en dire quelque chose? Alors, c'est très différent. Mais je ne sais pas si c'est le propos, mais... Non, en fait, alors, bon... Enfin, c'est en lien avec le territoire, oui, mais c'est quand même un itinéraire, une expédition en Catalogne. Absolument, absolument. En fait, c'est les mêmes intérêts. C'est l'intérêt de faire jaillir quelque chose d'un lieu. Donc je pense que ça, c'est ma formation d'architecture intérieure qui m'a permis de voir, ou en tout cas d'être attiré par ça à travers la création, mais en particulier aussi à travers les objets. Et puis là, pour le coup, c'était de l'artisanat. Donc c'est beaucoup plus proche de ce que Mathilde vous a montré. Donc moi, je suis du Sud, je suis de Perpignan. Je suis montée à Paris pour mes études. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire une sorte d'expédition personnelle, de redécouverte de cet endroit-là, à travers maintenant mon expérience en termes d'objets, d'usage, de rituels, d'histoire. Et donc je suis partie dans ma région natale pendant 3 mois et j'ai créé une collection d'objets qui est une sorte de... Bon, bien sûr, quand on parle d'un lieu, c'est comme à nouveau, c'est comme un anthropologue, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre les lieux, donc y passer du temps, rencontrer des gens, ce que Mathilde disait, pour pas être une sorte d'envahisseur qui a juste une interprétation des choses. Mais là, donc je suis retournée pendant 3 mois dans cette région-là et j'ai fabriqué une collection d'objets avec des artisans, qui était une sorte de collection d'objets nomades en fait. Et j'ai pu en fait par le faire, encore une fois, comprendre, ok, cette matière-là, elle est utilisée parce que cette technique, elle a du sens dans l'histoire et dans la manière dont, par exemple, on cuisinait le cochon. Enfin, bon, je suis désolée, c'est vraiment très différent. Et en fait, c'était aussi... voilà, c'est toujours en lien avec le territoire, c'est en lien avec la volonté de partir à l'aventure. Voilà, ça s'appelait Poc à Poc.
Ce qui veut dire peu à peu. Peu à peu en catalan, ça, tu dis c'est tout différent. Deux mondes nouveaux, mais pas de. Oui, oui, non, pas du tout. Tout à fait, voilà. Voilà la musique. Elle a plus génial. Donc ça, c'est ce qui explique Paul, c'est-à-dire qu'on aura une surface qui sera vierge au début. J'arrive. C'est un peu un truc de geek, ouais. Oui. Je confirme mon ressenti. C'est parce qu'on nous l'envers du décor. Là, on est backstage. Ouais. Alors, comment ça marche? Alors là, ça marche pas. Comment ça marche? Ça marche. Ça marche, hein? D'accord. Comment ça marche? Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire une scénographie interactive où l'intervention de l'homme allait avoir une importance. Donc en gros, qu'est-ce qu'on utilise pour que ça marche? C'est qu'on va filmer la scénographie vue du dessus. Là, c'est une version reproduite où en fait on a un sable posé sur une surface colorée. Et avec tout un tas d'outils, je passe les détails, on vient détecter des zones de couleurs. Et en fonction de leur position, leur nombre, leur quantité de pixels, etc., on active ou on désactive les pistes d'une composition musicale. En face de ça, vous pouvez mettre le vent qui va donner des différents. C'est quelque chose qui est continu, qui se transforme. Alors. Très puissant, très léger. Donc ça, c'est vraiment des tests, hein. C'est juste pour vous montrer le principe. Effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est que les environnements vont être modifiés par l'intervention humaine et que chaque passage de l'homme va avoir forcément une incidence sur un espace naturel. Donc le but de notre installation, c'est qu'on puisse la traverser, qu'avec ses pieds, on puisse venir abîmer la surface ou alors au contraire la ranger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en traversant, l'installation ne va pas avoir le même état avant et après notre passage. Et cet état, on le représente par une œuvre musicale qui est jouée. Donc, là j'ai pris un ça pourquoi. Vous comprenez que le résultat, ça ne va pas être un film comme ça, ça va être réaliste. Ah. C'est des phases de... C'est des phases de recherche. C'est des phases de recherche. Et en gros, pour vous montrer, ça c'est des presets, c'est-à-dire que je modifie des choses là, ça me permet de jouer la composition de manière différente. Donc en gros, une composition peut avoir plein d'états différents en fonction de l'état de notre scénographie. Donc là, ce qu'on voit par exemple, c'est toutes les zones qu'on détecte ici. Si je mets les deux écrans en même temps, là on voit qu'on détecte des couleurs. Ça, c'est l'image de source. Et en fonction des éléments qu'on a, on vient détecter et modifier une œuvre musicale. Donc là, voilà, c'est comme ça que ça marche. Plus évidemment, moins on va détecter de choses, plus le son va être doux, plus ça va être le bordel et plus on va détecter de choses, plus on va entendre la composition, jusqu'à un point où on entendra tellement que ce sera brouillé, et il faudra refaire le ménage pour entendre quelque chose. Voilà, ça c'est le principe. Et donc derrière ça, il y a tout un tas de trucs qui tournent pour que ça marche. Et ce qui est important de noter, c'est que aucun de nous trois est spécialiste de la composition musicale, de la musique répétitive. J'ai un bug avec je sais pas pourquoi ça fait. Il y a aussi les matériaux qu'on va employer pour tout ça, le sable qui va être de les petites huîtres très compressées fins, les défils 3D qui viennent soit du cotillage, soit de l'exploration
plastiques qui sont échoués sur les plages, comme celui-là par exemple. Du coup là, les triangles rouge et vert et orange, c'est les potentielles formes qui vont être dessus autour du sable. Non, c'est le sol lui-même. En fait, il va y avoir, imagine une surface de sable complètement parfaite. Il y a ces objets qui reflètent cet environnement qui vont être aussi déplacés par les gens et par le danseur. Mais en fait, ce qui va se passer quand il y a des gens qui vont marcher, il y a le danseur qui va bouger, qui va être au sol, etc., c'est qu'il y aura le fond, il y aura un fond qui va se découvrir. Et au fur et à mesure, l'évolution de la musique va suivre en fait ça. Donc ça raconte l'évolution de cette île qui est modifiée, qui se rééquilibre, qui se reprend et qui est à nouveau un peu distorted. Voilà, donc il y aura, donc c'est via ces modifications que l'œuvre entière en fait, elle va changer et elle va avoir une expression différente. Et est-ce que les danseurs sauront les paramètres que vous mettez en place et ils pourront prévoir une chorégraphie ou ça va être que de l'impro total et justement c'est un peu une sorte d'expérience quoi. On voit ce que ça donne. Alors, il n'y a jamais d'impro total. Alors ouais, je pense déjà. Ça y est jamais d'impro total. Mais est-ce que ça se répète cette œuvre ou est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle est dansée qu'une fois? Dans un premier temps, est-ce qu'elle se répète? Dans un premier temps, il va y avoir une phase d'impro qui je pense est intéressante. En fait, une impro, comme Paul sait, il y a toujours une sorte de structure, c'est-à-dire il y a des mouvements qui sont répétés et puis après le danseur peut prendre des libertés là-dessus. Dans tous les cas, donc cette phase d'impro, on va la filmer. Donc elle est aussi intéressante puisqu'elle parle des tâtonnements justement du danseur qui prend connaissance de cette scénographie qui est quand même un peu particulière. Et dans un deuxième temps, on va travailler avec un chorégraphe qui va créer un vocabulaire, vraiment danser à partir de ça. Parce que ça veut dire quelque chose, parce que se jeter par terre, ça veut dire quelque chose, parce que avoir un mouvement lent, parce que tourner autour, etc. Tout ça, ça va être capté en fait, et ça va avoir un impact sur le son. Et en fait, on va pouvoir construire vraiment une narration à travers ça. Donc ça, c'est dans un deuxième temps, mais oui. Et le choix des mouvements et de la chorégraphie, est-ce que ça va être quelque chose une vraie narration dans le sens où l'homme détruit, essaye de réparer, puis ça revient pas à quelque chose, ou c'est vraiment... C'est pas une narration, c'est pas une narration. C'est pas un récit. Oui, c'est pas un récit. Avec une dramaturgie particulière. Non. C'est pas conçu comme ça, mais c'est vraiment de comprendre que l'île, c'est vraiment un corps qui est tout à fait identifiable, qui a des limites. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un morceau où tout s'y passe. Et comme le corps humain, en fait. Il y a aussi ses limites. Et tout ce qui est caché, toutes les énergies qui sont à l'intérieur, tout ce qu'on voit, etc. C'est de faire un peu une synergie entre les deux. C'est ça qu'elle va exprimer cette scénographie. Et surtout, on ne voulait pas tomber aussi, on voulait pas tomber dans le... Les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce que c'est qu'un milieu naturel à proprement parler, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas. Donc on a eu beaucoup ces réflexions, mais on ne voulait pas tomber dans quelque chose de moraliste avec une œuvre qui se dégraderait et en fait il faudrait la remettre en place tous les matins. En fait, elle va être dans un état X à la fin de la journée, elle va rester dans cet état et ça va continuer. En fait, il n'y a pas de... Aujourd'hui, même pour les scientifiques, ils ont beaucoup intervenu sur cette île, ils ne savent pas s'ils ont bien fait ou pas encore. Donc voilà. Oui, c'est une question, c'est pas une affirmation. J'ai peut-être pas entendu ce que vous avez dit. C'est une exposition pour lieu. Enfin, vous savez quand ou actuellement c'est un projet? C'est pas très précis ça encore, ça avance tout doucement. Il y aura peut-être un truc à la fondation en regard en avant. C'est déjà un premier making-of. Et après, non, c'est pas. Enfin, ça avance pas. En fait, c'est assez étrange parce que c'est contrairement à un projet. Voilà, on aimerait bien le faire là. C'est pas un projet où on a une deadline avec on avance. C'est l'avantage des projets. Les œuvres publiques aussi. On avance un peu à notre rythme en fait. Et il y aura peut-être aussi d'ailleurs des
des workshops avec l'école des beaux-arts là-dessus. Ça va être Ça veut dire quoi des workshops avec l'école des beaux-arts? Parce qu'il y a des ateliers aux beaux-arts qui sont intéressés à réfléchir à tout ça. Il y a une danseuse assez importante qui travaille là-bas, on doit voir. Si tu veux, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence quelque chose et puis on raconte à quelqu'un qui est intéressé, qui a des connexions aussi, qui dit mais j'adorerais que telle personne puisse travailler sur ce truc-là. Donc il suit comme ça des méandres, un peu comme ce qu'on présente d'ailleurs. On voit qu'on connaît le projet. En fait, ce projet, c'est l'occasion. Il a sa propre logique et sa propre rencontre qui fait qu'à un moment donné, il devient. Il ne nous échappe pas, parce qu'on sait ce qu'on veut quand même faire. Il ne se passe pas comme prévu. Et il s'enrichit, de temps il s'encombre, ça va faire le ménage aussi. Mais enfin, il a sa propre vie, exactement comme Milly ou un corps humain d'ailleurs. Ça, c'est un peu lié comme idée. Une question, les formes qu'on voit sur la vidéo, donc une sorte de triangle vert, orange, rouge, c'est définitif ou ça c'est pas définitif. Normalement, c'est des tests. On doit en train de calculer combien il faut de surface pour que ça capte machin. Donc après, ces formes vont être dessinées en fonction de la densité de la taille dont on a besoin. Ça va faire 1 ou 30 mètres carrés. Donc là, on fait des tests pour savoir à quel point on peut capter, qu'est-ce qui est intéressant. Et il y a un vrai travail total en tant que designer, c'est se poser la question de ok, les formes pour dire quoi. Chacun des sons qu'on va faire apparaître, typiquement, si c'est une basse, si c'est un instrument percussif, on ne va pas lui donner la même représentation graphique sur le sol. Donc en fait, la forme, ce qu'on a habitué à traiter en tant que designer, va aussi être influencée par quel type de son c'est, qu'est-ce qu'il est intelligent de faire en termes de représentation par rapport à tel type de son. Donc c'est là où c'est intéressant en tant que plasticien, quoi, sans parler de la tonne de geekeries qui sont derrière. Et donc à partir des contraintes que Paul a pour que cette chose-là fonctionne, et puis moi, c'est comme une sorte de carrefour entre ce qu'on a fait. Et puis moi, à partir de mes textures de roche, etc., lui, il a besoin de couleurs, moi, je peux modifier les... Bon, voilà, donc c'est toujours un work in progress, comme on a démarré le process, mais ça va ressembler plutôt à quelque chose comme ça. Ok, oui, la recherche graphique. Ouais. Donc là, il y a une recherche aussi de matérialité des choses, translucide quand même. Comme disait Gala, il ne s'agit pas de faire des masses, mais on travaille aussi sur ce que la machine n'arrive pas à faire, donc des sortes du fil qui n'arrive pas à se poser, donc qui s'échappe, il va créer des choses un peu inédites et incontrôlables, contrôlées. Donc peut-être que c'est mieux que si tu en parles. You're a specialist. La peinture 3D, vous avez dû en entendre parler. Oui, on est les enfants. C'est un procédé intéressant. Non, ce qui est intéressant de relever avec l'impression 3D, c'est que c'est un procédé qui va vous être donné dans les mains et que vous allez pouvoir vous approprier à un point très haut. C'est une des rares machines que vous allez pouvoir maîtriser comme un master en tant que designer, contrairement à une fraiseuse numérique ou des machines extrêmement compliquées, extrêmement onéreuses, que personne ne vous mettra dans les mains pour fabriquer quoi que ce soit. Donc en gros, l'impression 3D, c'est cette liberté de fabriquer des choses. Ça a ses contraintes, comme n'importe quelle machine. Mais en fait, on peut fabriquer des objets finis et répétables avec ce procédé-là, à tenter qu'on y met un peu de recherche. Et ça fait vraiment partie de ces machines qui sont une liberté pour vous en tant que designer, surtout que là, c'est en train d'exploser même pour la production d'objets. Donc, savoir quelles sont les contraintes de ces machines pour se les approprier et dessiner des choses, c'est hyper intéressant. Puis en fait, une machine d'impression 3D, ça vaut un 5e ou un 10e du prix d'un ordinateur, en fait. Donc, c'est arrivé il y a 15 ans, tout le monde a rigolé, on n'en a plus entendu parler pendant 10 ans, et là ça fait 5 ans que c'est en train de revenir, pour des bonnes raisons, quoi. C'est, on va dire, la machine de production de designer, après les mains la plus démocratique. Ouais. Ouais, bah, c'est une forme d'artisanat. C'est le nouvel artisanat. Ouais, bah, alors c'est plus si nouveau maintenant, mais effectivement, entre le moment où les technologies arrivent et le moment où la société se les approprie, c'est là votre boulot en tant que designer de vous les approprier avant pour pouvoir arriver au moment où la technologie est mûre pour sortir des objets. Parce que sinon, en fait, ce sera trop tard, on sera déjà passé à autre chose. Nous, notre travail en tant que designer, c'est se dire, ok, si l'impression 3D, on fait de la fabrication distribuée pour éviter d'importer tout un tas de trucs de loin, comment moi, en tant que designer, je dessine des objets pour qu'ils soient reproduits par ces machines dans le futur. C'est un sujet parmi d'autres.
Mais en fait, aujourd'hui, cet écosystème, il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est de la fiction. Il y a des brides à droite à gauche, c'est facile de se faire imprimer des pièces par des prestataires. Mais ça n'existe pas industriellement parlant. Mais c'est notre boulot en tant que designer de s'approprier ça. Enfin, tant fait qu'on ait envie, hein, il y a plein d'autres trucs à faire, je ne parle pas forcément d'impression 3D, mais de se projeter dans qu'est-ce que ce sera le futur d'un procédé s'il devient industriel. Et dans toutes vos cours d'histoire de l'art ou histoire du design, chaque forme a été issue de techniques, les couleurs, enfin il n'y a pas de hasard, hein, souvent c'est parce qu'on produit, si tout était orange dans les années 70, il y avait raison, quoi. Et, c'est quoi la raison? Bah, moi je la connais pas. Mais en tout cas, si rien n'était blanc, bah, le truc c'est que les matériaux, je sais plus quand l'apparition du plastique vraiment blanc, mais ça doit pas faire si longtemps que ça. Tout le monde a le souvenir des ordinateurs qui étaient jaunes, les gros là, qu'on a vus. Mais faire des plastiques vraiment blancs, c'est compliqué en plasturgie, ça fait pas si longtemps qu'on sait les faire, quoi. C'est pour ça qu'on a eu tout un tas d'objets qui n'étaient pas dessinés blanc, gris ou jaune dégueu, et qui sont aujourd'hui, enfin, parce qu'aujourd'hui ils sont devenus sales, c'est vrai. Mais en fait, tout souvent, à part pour, on va dire, une frange du design qui peut être assimilée à du design galerie, c'est l'évolution des techniques qui crée les formes. Et après, nous, on se les approprie. Qui fait les formes. Enfin, qui rend possible le dessin. Et en tant que designer, on dessine pas pareil pour une fraiseuse numérique que pour de l'injection, que pour l'impression 3D, que pour de la musique. Voilà. En tout cas, c'est des procédés que je vous encourage à explorer. C'est formateur, c'est pas très cher. Ouais, non, j'avais une petite question. Enfin, tout ça est absolument passionnant. Je suis patient de ne pas m'être perdu à un moment donné à rêvasser dans l'île. L'objectif, c'est de faire une performance qui aura lieu une fois. Enfin, plusieurs fois. Et effectivement, par rapport à tout ce que vous disiez, ce que disait Paul sur parce que ça résonnait avec un chaudron précédent qui parlait du sauvage, de façon générale, donc du rapport à la nature, globalement, du rapport au vivant. Et on avait invité Virginie Maris, qui est une biologiste, et qui disait en gros... philosophe de l'environnement. Voilà, philosophe de l'environnement. Et en gros, elle disait foutez la paix à certaines parties du monde. En gros, c'est la question que doivent se poser les scientifiques. C'est-à-dire, en gros, si on veut laisser la nature naturelle, il faudrait surtout ne pas y intervenir. Et donc là, apparemment, c'est tout le contraire, puisque les mecs sont en train de jouer un peu aux apprentis sorciers, à essayer de réinjecter, etc. Donc forcément, ils modifient l'environnement. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans toute votre démarche, on est beaucoup dans les questions de représentation. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans les questions de représentation, le travail de Gala, le travail de Paul sur la question du numérique, et donc d'une forme de numérisation. Et dès qu'on passe par le numérique, c'est de la géométrie, hein, c'est du nombre. Et puis, même cette approche que porte aussi Mathilde depuis toujours, c'est la question du contexte, de révéler les choses, parce qu'il y a un peu à l'intérieur. Et donc, dans tout ce que vous faites, moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Il y a beaucoup de tentatives, ce que disait quand même Mathilde, qui est absolument fondamental, c'est qu'en gros, ils sont partis d'un point de départ, de plusieurs points de départ, ils ne savent pas du tout où ils vont arriver. Alors, une performance, mais peut-être qu'entre-temps, vous allez vous dire, mais non, on va surtout foutre la paix à l'île et aller ailleurs. Je ne sais pas, hein, mais on peut imaginer cette espèce de revirement, finalement, vous allez utiliser ou manipuler une représentation de l'île. N'excluez pas tout de suite cette hypothèse, elle n'est pas inintéressante. Et je me demandais, est-ce que vous thésaurisez, c'est-à-dire, est-ce que vous tenez une espèce de journal de bord de tout ce que vous faites, de toutes ces errances, de tous ces entrechoquements, ces trucs qui viennent se percuter, se plugger, parce qu'en fait vous êtes en train de faire de la recherche. Ah pardon, je suis directeur de la recherche. Mais vous êtes typiquement en train de faire de la recherche. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant aussi, c'est presque de pouvoir fixer les choses, parce que je pense que toutes ces pistes, ce travail, cette multiplication de médiums, de techniques, d'artisanats très différents vont produire un objet dont finalement personne ne sait exactement à quoi il va ressembler encore, même si vous avez effectivement... Si, on n'a pas une idée, mais... Ouais, mais tu vois bien qu'il évolue, il prend son autonomie aussi. Mais bon, bref, il y a un aspect prospectif, et je pense qu'au final, la recherche, c'est rien d'autre que de produire des connaissances, et là vous êtes en train d'en produire d'une manière ou d'une autre. Alors, dans les multiples questions, la première, c'est le côté intervention ou pas. C'est évidemment poser la question de si on allait intervenir sur l'île, parce que la réflexion très intéressante que vous avez, qu'on a entendu plein de fois, c'est foutez-leur la paix. Mais au final, scientifiquement parlant, c'est pas si simple que ça. Et du coup, effectivement, on a décidé de ne pas faire ces représentations sur l'île. Ce qu'il faudrait pour ces espaces, c'est que personne n'y aille. Et moi, si j'avais un bateau que j'habitais à Sifour, j'irais pique-niquer le dimanche sur cette île, c'est magnifique.
Et mon boulot en tant que designer, ça va pas être d'installer des barrières devant l'île pour que les gens n'y aillent pas. Il y a une vraie réflexion sur les espaces naturels, sur comment inciter à la préservation, sans être une contrainte, parce que la contrainte chez être humain, je ne suis pas persuadé que ça marche très bien. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, souvent, dans mon cas en tout cas, les designers font de piètres chercheurs. Mais on a quand même tenu un genre de carnet de bord qui n'a rien à voir avec on va dire, de la recherche au sens vraiment recherche. Parce qu'il y a eu un paquet d'errances. Mais donc effectivement, le but pour nous, c'est de manipuler cet objet île qu'on a numérisé, digitalisé, et pas que numérisé, parce qu'on lui redonne aussi un... Je sais pas si manipuler, si manipuler, c'est le bon mot. Non. Et ne pas aller là-bas, enfin ne pas... on va pas faire la représentation sur l'île. Ils veulent pas déjà. Ce qu'on voulait, c'était faire... Ils veulent pas qu'on la fasse. Ah oui, mais non, ils ont raison. C'est faire connaissance. Simplement, on fait connaissance avec quelque chose quelque part, quelqu'un, et de cette relation qui peut être assez intime aussi, ou qui peut être collective, si on est plusieurs, et bien qu'est-ce qu'on construit à partir de ça? Donc on a choisi de faire une scénographie, comme on vous l'a expliqué, parce que on voulait le partager dans ce sens-là, mais ça aurait pu être un objet symbolique, ça aurait pu être plein d'autres façons de le faire. C'était l'histoire du mouvement, la scénographie qui est en mouvement, c'était important par rapport à ça, à cette espèce d'énergie que dégage effectivement un territoire qui est vivant, ou un corps humain qui est vivant, qui est d'abord une énergie. Et moi je pense que le design c'est une énergie aussi. On pourrait presque clôturer là-dessus. Oui, on pourrait en faire une nouvelle conclusion. Oui, je pense que le design c'est une énergie. Je pense qu'aujourd'hui on a un gros problème parce qu'il y a plein de monde qui pense que le design c'est un style. Ils vont vous dire c'est design ou c'est du design. Enfin, moi je ne veux rien dire, pour moi c'est du design. Pour moi le design c'est une pratique, c'est vraiment une énergie, c'est peut-être la nouvelle énergie qui justement n'est pas fossile, qui permet de mettre en marche des choses jusqu'à l'objet virtuel, réel, jusqu'à des situations de projet, tout ce qu'on veut. En tout cas c'est certainement ça, à mon avis, le design. Comme à l'ambassade de la Pologne, mais on veut bien s'inscrire pour aller voir cette performance, cet objet de l'identifier.